Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Tech, l'émission qui pousse les portes de l'innovation et interroge la société numérique. Aujourd'hui, on démarre une nouvelle semaine avec des nouveautés. On va commencer par l'interview d'un jeune fondateur d'un restaurant, une nouvelle génération de restaurants entièrement robotisés. Ce sera donc l'interview d'Ilan Richard, le président de Cala, dans quelques instants. Et puis le cœur de cette émission sera dédié à un nouveau rendez-vous. On va parler de la présidentielle 2022 chaque lundi désormais pour s'intéresser au programme numérique des candidats. Ensuite, on aura rendez-vous avec Damien Bancal qui nous racontera sa rencontre avec la cyberarmée ukrainienne. Ce sera le rendez-vous l'alerte cyber. Et on conclura Smart Tech par notre séquence Ils font demain. Une nouvelle technique vous sera présentée pour détecter les virus. Mais tout de suite, c'est le moment de l'interview. On parle de restaurant, un restaurant de pâtes où le chef en cuisine est un robot. Alors, on commence Smart Tech avec l'interview, je vous l'ai dit, d'un jeune entrepreneur qui a lancé un restaurant de pâtes automatisé. Alors ici, il n'y a pas de chef en cuisine, mais un robot. Bonjour Ilan Richard. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc le président fondateur de Cala. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'ailleurs d'un restaurant où on devrait plutôt dire qu'il s'agit d'une dark kitchen, en fait, tout ce modèle de restaurant qui n'accueille pas de public, qui est vraiment dédié à la fabrication, à la livraison, fabrication sur commande, livraison éventuellement à domicile. Est-ce que vous êtes une dark kitchen ou un vrai restaurant robotisé ? On peut parler de vrai restaurant parce qu'on a quand même des clients qui viennent sur place. Donc on a une partie de nos opérations qui sont en livraison, donc un peu à l'image de ce que pourrait faire une dark kitchen. Et de l'autre côté, par contre, on a des bornes de commande sur place, des clients, notamment les étudiants de l'université en face qui viennent. Mais ils peuvent s'asseoir à des tables Pas vraiment. On a 2 petites tables juste pour dire, mais c'est pas vraiment l'objectif. Ça reste beaucoup d'emporter. C'est de la vente à emporter. Exactement. Alors le robot, présentez-nous ce robot qui donc travaille en cuisine. On a des images là qui se diffusent pendant que je parle. Il fait quoi ? Il s'occupe de la cuisson, de la préparation de la sauce qu'on met sur les pâtes. Ouais, c'est de la cuisson. Est-ce qu'il gère l'emballage ? Beaucoup. De la cuisson, il gère l'emballage et de l'assemblage. Donc en fait, nous on a donc une équipe en cuisine en amont où on prépare par exemple les sauces en amont. On les met dans le robot avec des pâtes, des différents ingrédients. Le robot va faire de la cuisson de pâtes, réchauffer les sauces et les recueillir un peu à bonne température, échantillonner les bons toppings en fonction de ce que le client a commandé. Et donc offrir quelque chose de complètement personnalisé, de préparer sur demande, donc c'est complètement frais de bout en bout, et du coup préparer tout ça au moment où le client passe commande. Donc ça donne un repas beaucoup plus frais, ça enlève tous les besoins de conservateurs qui ont rapidement lieu d'être dès qu'on a besoin de préparer beaucoup en amont. Et du coup, ça nous permet d'offrir une offre qui est de bien meilleure qualité que ce qu'on peut avoir à ce prix-là en général. Que les pâtes dans les boîtes, par exemple, pas citer de marque. Alors, il est capable de cuire des pâtes, vous l'avez dit, donc vous réglez le temps de cuisson en fonction des desiderata de certains. Exactement, il y a des options de sélection de cuisson en fonction de ce qu'on aime. Nous, on règle en fonction des pâtes. Ensuite, dynamiquement, le robot va aussi adapter la cuisson en fonction de la température de l'eau, de ce genre de choses, parce que c'est quelque chose qui va jouer. Donc, on peut avoir une cuisson parfaite à tous les coups. Similairement pour les températures des sauces, les choses comme ça, les quantités pour chaque élément. Donc, il n'y a pas de surprise. On est sûr de ne pas être déçu parce que pour une mauvaise raison, quelqu'un s'est trompé. Non, il n'y a pas vraiment ce risque-là. Donc, et ça, c'est assez important quand on mange des pâtes. Le temps de cuisson, c'est crucial. Il y a d'autres avantages à l'utilisation d'un robot ? Il y a un gros sujet pour nous qui est la réduction de la surface au sol nécessaire pour ouvrir un restaurant. En fait, nous, notre robot, il est très compact, il fait 3 mètres carrés au sol. Et en 3 mètres carrés... Il faut dire que vous êtes à Paris. Exactement, en plein cœur des quartiers étudiants. Donc, a priori, ça coûte cher aujourd'hui d'ouvrir un restaurant dans ces quartiers-là. Ça coûte cher et les aménagements pour ouvrir une cuisine coûtent aussi très cher. Et du coup, on a un robot qui fait 3 mètres carrés au sol et qui sert à peu près 400 repas par heure. Pour donner un ordre de comparaison, une cuisine d'une centaine de mètres carrés dans un restaurant de grande distribution classique peut faire 500-550 repas par heure. Donc on a un énorme gain de surface au sol qui nous permet d'offrir du coup le repas pour beaucoup moins cher parce qu'on a beaucoup moins de coûts de l'autre côté. Et donc, il est très rapide, si j'ai bien compris, 400 repas à l'heure. Oui, très rapide. Comment vous avez procédé pour ce robot ? Est-ce que vous êtes allé chercher ce qui existait déjà sur le marché ? Vous l'avez conçu de A à Z ? Non, c'est conçu de A à Z. Par qui a-t-il été fabriqué ? Conçu de A à Z en interne. Sur les premières versions, par donc, Julien, un de mes cofondateurs et moi, et sur les versions suivantes, avec des équipes d'ingénieurs qu'on a commencé à recruter, qui nous ont rejoints depuis 2019. D'accord. Donc il y a plusieurs versions du robot ? Il y a plusieurs versions du robot, Là, on lance la 4e à la fin du mois d'avril. Et qu'est-ce qui fait de plus ou de différent ? C'est simplement une version un peu plus fiable, un peu plus industrialisée, qui nous permettra d'en produire plusieurs identiques à la chaîne pour pouvoir ouvrir plusieurs restaurants. Et alors, vous avez créé des usines ? On a une usine, c'est peut-être un mot un peu fort, mais on a dans nos bureaux, là où on travaille, là où on a le bureau, on a aussi toute une partie atelier où on fait donc de la production et de l'assemblage pour ces robots.
Alors là, ça vous demande de l'espace quand même. Ça demande de l'espace, oui, on a des gros locaux. Et alors, si vous concevez entièrement les robots, que vous les fabriquez, vous pourriez les commercialiser également? Ce serait une option à un moment, mais nous, la mission qu'on s'est fixée en tant qu'entreprise, c'est de démocratiser la vraie nourriture. Et on pense que le meilleur moyen de faire ça, c'est d'avoir le contrôle aussi sur la qualité des ingrédients qui sont servis à nos clients. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est d'être la marque qui exploite et qui vend les repas et qui, du coup, fait le sourcing. On n'est pas fermé à l'idée peut-être de franchiser à un moment. Donc ce serait toujours notre marque avec nos enjeux et nos valeurs de marque, mais que ce soit potentiellement d'autres acteurs qui puissent venir nous aider à nous développer. Mais en tout cas, pour l'instant, on choisit de vraiment rester aligné avec nos clients. Ça, c'est le modèle de la franchise. Après, je citais les dark kitchens. Vous pourriez très bien proposer votre robot à ces dark kitchens. Le robot est quand même conçu pour notre offre de restauration, il ne peut pas tout faire. Il peut faire quand même pas mal de choses, mais il ne peut pas tout faire. Du coup, ça limiterait aussi les possibilités pour la personne qui serait amenée à l'acheter si c'était le cas. Alors, vous étiez étudiant jusqu'à peu. Finalement, l'entreprise fonctionne plutôt bien. Ouais. Vous avez décidé d'arrêter vos études pour créer votre entreprise avec Julien Drago, votre associé, cofondateur de Cala. Vous faites partie maintenant de cette mouvance de la French Tech, alors? J'imagine que oui. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais on va dire que oui. D'accord. Mais on ne vous retrouve pas dans les grandes réunions et les grands raouts autour de la French Tech, de ces labels? Non, pas trop. C'est vrai qu'on n'y passe pas des masses de temps. Bon, vous préférez vous consacrer entièrement à votre activité d'entreprise? C'est ça, on est très concentré, on a beaucoup de choses à faire un peu tout le temps, du coup on préfère se concentrer là-dessus. Et alors l'objectif, c'est de servir donc des repas qui sont pas trop chers pour des étudiants qui sont pressés, qui veulent quand même bien manger, qui adorent les pâtes. Mais au-delà de ça, est-ce que vous avez l'ambition de transformer la restauration pour aller vers quelque chose de plus automatisé? Je pense que c'est quelque chose qui devient de plus en plus important. Essentiellement, le problème, l'alimentation, les gens en prennent conscience de plus en plus, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et pourtant, économiquement, c'est très difficile d'améliorer la qualité de l'offre existante. Les restaurateurs, on l'a vu très rapidement avec le Covid, ont très peu de marge, donc ont beaucoup de mal à survivre déjà avec la qualité qu'ils fournissent. Ouais. Du coup, si on essaie d'améliorer ça, c'est économiquement pas viable. Et encore plus pour les générations qui sont un peu plus sensibles au prix, notamment les étudiants qui n'ont pas les moyens de mettre 10-12 euros dans un repas. Il n'y a juste aucune option qui existe. Et actuellement, sans technologie, il n'y a aucun moyen de résoudre ce problème. Du coup, nous, c'est un peu du technosolutionnisme que vous faites. Je pense que, oui, exactement. Je pense que la technologie a apporté pas mal de choses positives sur pas mal de sujets. Et je pense que la restauration et l'alimentation en général, c'est un point sur lequel elle n'a pas encore apporté tout ce qu'elle pouvait. Et nous, on essaye d'avancer dans cette direction. Alors, les plats, vous dites que c'est économique, ils sont vendus à combien? Le plat est à 6 euros. À 6 euros, d'accord. Il y a un premier restaurant qui a été ouvert donc, à Paris, à Jussieu. Oui. Vous prévoyez d'en ouvrir un deuxième? Oui, on a un deuxième qui arrive à Nation à la fin du mois. Et on est en train de rechercher un troisième qui devrait être plutôt dans l'ouest parisien. D'accord. Et pour cela, vous allez développer un nouveau robot ou ce sera le même avec quelques petites évolutions? Ce sera le même. Ce sera le même que la version 4, donc celle qui arrive à la fin du mois d'avril. D'accord. Donc il reste hyper spécialisé. Vous n'envisagez pas de le diversifier? Il a déjà pas mal de possibilités, on peut faire pas mal de choses, mais pour l'instant, on n'envisage pas d'aller plus loin que ce qu'il fait déjà. Et par contre, dans les années à venir, potentiellement, ça nous intéresserait de faire des choses. Quelles sont les fonctionnalités qui manquent selon vous? Vous attendez de développer? Pour l'offre de pâtes, je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut. On a beaucoup de diversité. Non, mais aujourd'hui, par exemple, il ne sait pas préparer la sauce? Non, en effet. Typiquement, la sauce, pourrait aller jusque-là? Ça pourrait, techniquement, ce serait faisable, mais en fait, c'est toujours un sacrifice entre plus on peut faire beaucoup de choses avec le robot, plus on se aussi limite dans la diversité de ce qu'on peut faire. C'est-à-dire, si on se dit, nous, on fait nos sauces en amont, on peut faire un spectre de sauces hyper large parce qu'on peut gérer tout un tas d'ingrédients différents. Et si on se dit demain qu'on veut le faire dans le robot, et tout de suite, on est un peu limité parce qu'on ne pourra pas avoir tous les équipements de cuisine possibles dans notre espace du robot. Donc c'est un peu ce parallèle-là qu'on... Pas forcément efficace, donc le robot dans toutes les situations. Votre start-up, elle est née en 2017. Vous avez levé des fonds? Oui. 5,5 millions d'euros? On vient de lever 5,5 millions d'euros. On avait déjà levé 1 million d'euros en 2019. Qu'est-ce qui vous suit? Actuellement, donc, le fonds qui nous a aidés, qui a lead ce tour, c'est un fonds anglais qui s'appelle BACT, qui sont vraiment super, et pas mal d'entrepreneurs, entrepreneurs français, notamment des entrepreneurs qui avaient investi chez nous en 2019, et des entrepreneurs un petit peu européens. C'est une majorité d'Européens quand même. Et donc là, ça va permettre d'ouvrir un deuxième restaurant. Vous visez d'autres levées de fonds, c'est ça l'objectif? On n'a pas encore un plan très très clair. Dans l'idée, en tous les cas, là, avec cet argent-là, on a de quoi ouvrir à peu près 5 restaurants. D'accord. C'est ça qu'on projette. Et à ce moment-là, on avisera comment est-ce qu'on veut continuer le développement. Mais oui, c'est une option assez probable. Et donc, comme ça fonctionne bien, vous allez avoir des nouveaux concurrents qui vont arriver sur le marché, parce que ça existe déjà dans les pizzas. Oui, tout à fait.
Je ne sais pas si j'appellerais ça concurrent. L'avantage de la restauration, finalement, c'est qu'on mange 14 fois par semaine et on mange 14 fois des choses différentes par semaine. Du coup, je pense qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde et que toutes les démarches, toutes les approches vont avoir un résultat assez probant. Super, merci beaucoup Ilan Richard. Vous me faites découvrir donc un nouveau mode de restauration entièrement robotisé. Vous êtes le président de Cala. À suivre dans Smart Tech, je vous l'ai dit, on a un nouveau rendez-vous désormais, c'est le débrief de la présidentielle 2022. Alors c'est parti pour le débrief numérique de la présidentielle avec Bernard Benamou, secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique, fin connaisseur de la politique et en particulier des politiques numériques. Également à vos côtés, Jean-Christophe Le Toquin, président de Scian, qui est une plateforme à but non lucratif qui aide les organisations publiques ou privées d'ailleurs, mais aussi les gouvernements à mieux appréhender les enjeux stratégiques de cybersécurité. Pour ne parler que d'une de vos casquettes, Jean-Christophe Le Toquin. Alors, Bernard Benamou, on va commencer ensemble. Déjà, moi, je me posais une question. Est-ce qu'on trouve une convergence dans les programmes numériques des candidats ? Est-ce que finalement, ce sujet du numérique est facile et fait consensus ? Qu'il apparaisse dans la plupart des grandes plateformes des candidats, parce que certains candidats n'y font absolument pas référence aujourd'hui, mais pour les principaux candidats, le sujet apparaît. Y a-t-il consensus sur une certaine politique dans ce domaine ? Non. Quand on regarde par exemple certains candidats qui mettent en avant la dimension écologique, ou en tout cas la transition numérique et écologique au travers effectivement de ces technologies, en lieu et place d'autres qui parlent effectivement davantage de souveraineté, qui parlent davantage effectivement d'enjeux plus stratégiques sur la situation actuelle du secteur. Je dirais que pour répondre à votre question, non, pour l'instant il n'y a pas une convergence réelle, mais on voit que le sujet est passé d'un sujet technique de bas niveau dans les campagnes à un sujet visible sur lequel on doit se positionner. On remarquera d'ailleurs que la toute dernière prise de position, à savoir la lettre aux Français du président de la République, fait mention des questions de souveraineté industrielle et technologique, numérique et spatiale. Donc on voit bien que c'est un sujet qu'on ne peut pas évacuer, même sur un texte extrêmement court, qui n'est pas un programme, qui est vraiment une amorce par rapport à la suite. Donc on voit bien effectivement que pour ce qui est, et là je ne peux que m'en réjouir, pour ce qui est de la souveraineté numérique, qui est un sujet qui effectivement n'existait pas dans le champ politique il y a quelques années, on voit bien qu'aujourd'hui c'est un sujet que l'actualité, à la fois la pandémie, les différentes crises internationales, montrent comme étant un sujet central pour l'avenir. Et ça, on ne peut pour l'instant que s'en réjouir. Oui, la nécessité de retrouver une forme d'indépendance dans tous les secteurs d'activité, y compris les technologies et le numérique, c'est là où je pose la question du consensus, parce que finalement, est-ce qu'il y a plusieurs visions de ce que doit être la souveraineté numérique au sein des partis politiques, j'entends ? Absolument, oh que oui. C'est-à-dire que certains sont sur une logique radicale d'exclusion de toute forme de technologie étrangère, d'autres sont sur une logique effectivement de quotas, sur une logique effectivement d'aide spécifique qui pour l'instant n'existe pas, ce qu'on appelle en particulier le Small Business Act, donc l'aide spécifique de la commande publique vers les petites entreprises du secteur. Tout cela, il n'y a pas, je dirais, il y a un objectif global, un constat ou un diagnostic global qui est partagé sur notre vulnérabilité, notre retard. Il n'y a pas de consensus quant aux mesures. Et je dirais que c'est une bonne chose, parce que penser qu'il n'y a qu'une politique, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de politique. Et puis ça veut dire que donc ça laisse place à des débats et qu'on va pouvoir enfin en parler devant les concitoyens. J'espère que ça fera partie en tout cas des sujets qui seront largement abordés pendant tout le mois de mars avant le vote. Jean-Christophe Le Toquin, est-ce qu'il y a à l'opposé, je dirais presque, des sujets sur lesquels le silence est assourdissant ? Alors oui, de manière générale, c'est vrai qu'on est au début d'une prise de conscience, je dirais, collective et politique, effectivement, de ces sujets. Aujourd'hui, le numérique et l'accélération avec les événements internationaux, heureusement, arrivent à un moment, enfin, ce sont des événements dramatiques, mais qui arrivent à un moment où il y a eu un gros travail de maturation, effectivement, au niveau plutôt technique, juridique et de réglementation sur les enjeux. Donc maintenant, on arrive à un moment de crise grave, mais pour lesquels, je dirais, les fondamentaux de la réflexion sont posés avec des réglementations qui arrivent, dont on ne sait pas comment on va les mettre en œuvre. Et c'est là où le politique va commencer à pouvoir jouer son rôle. Et c'est vrai que cette élection arrive à un moment finalement de charnière. Et dans 5 ans, on aura certainement une appréhension du numérique par les politiques qui sera très différente.
Alors, parce que quand vous êtes venu, je crois que c'était la dernière fois d'ailleurs sur ce plateau, vous nous avez parlé de l'importance de protéger les lanceurs d'alerte en matière de cybersécurité. Est-ce que sur ces sujets-là, puisque là on est quand même dans un contexte de conflit européen, mondial, entre la Russie et l'Ukraine, ce sujet de la cybersécurité, il est majeur, bien évidemment. Ça a été même souligné par le secrétaire d'État Cédric O. Mais est-ce que ça ne va pas changer un peu les priorités en matière de politique sur la cybersécurité? Alors, ça, effectivement, très bonne question. La France, il faut comprendre qu'au niveau européen, la France a toujours été un peu exceptionnelle, pas au sens forcément de fantastique, mais de différente. Et typiquement, alors que je dirais en Europe et dans le monde occidental, et je parle sous le contrôle de Bernard, on avait, je dirais, la cybersécurité était envisagée comme quelque chose de très technique, avec c'est vraiment les gens avec leur suite et le côté hacking, ce côté un peu dark, mais très technique qui prédominait dans l'imagerie collective. Ouais. La France, très tôt, a coloré ce sujet d'un côté militaire, autorité judiciaire, et donc il y avait ce mélange qu'on ne retrouvait pas ailleurs. Et aujourd'hui, à l'heure de ces événements, effectivement, on voit à quel point cette tendance qu'on a vu après s'élargir. C'est-à-dire que la France était la première et paraissait vraiment un peu hors sol, je dirais déconnectée, on va dire il y a 7-8 ans peut-être. Aujourd'hui, on a vu que cette tendance finalement a commencé à filtrer ou à s'infiltrer dans les débats et que les autres pays ont effectivement traité ces sujets de manière plus, je dirais, sécurité politique. Et maintenant, évidemment, ça va s'accélérer. Et là, les choix Alors, si on va vers une politique ultra sécuritaire face à la guerre, ça ne va pas forcément faire avancer les questions de chiffrement, de protection des citoyens. On va plutôt vers une politique de surveillance. Oui, la tension qui existe dans ces sujets, c'est-à-dire que les autorités de police et de justice sont toujours poussées pour effectivement davantage d'intrusions possibles, pour parler le langage dans ces métiers de backdoors, donc de portes dérobées vers les terminaux. Est-ce que cette pression sécuritaire pourrait imposer de revenir sur le statu quo qui était que normalement il n'y a pas de porte dérobée et en particulier pas de porte dérobée obligatoire dans les téléphones, dans les terminaux, etc. Je crois qu'on n'en est pas encore là. S'il devait y avoir une dégradation du conflit, peut-être qu'effectivement ce genre de mesures, à l'évidence dangereuses, y compris pour nous, parce que ce que disent les experts, c'est que si on va vers là, c'est nos propres données qui deviennent vulnérables. Comme on a pu le voir lorsqu'Apple a souhaité analyser les photos sur iCloud, en particulier à des fins de recherche sur des photos pédopornographiques, on s'est rendu compte effectivement que leurs propos sur la vie privée, la protection de la vie privée, ne valaient rien. Et que quelque part, du jour au lendemain, les choses pouvaient basculer. Donc je crois effectivement qu'on n'en est pas encore là, mais que la cybersécurité... Mais je voudrais juste ajouter un point sur ce sujet, c'est qu'auparavant, on la voyait sur la sécurité des infrastructures d'État, infrastructures numériques. Aujourd'hui, c'est les manipulations démocratiques, c'est l'intrusion dans l'ensemble des phénomènes électoraux. C'est une toute autre dimension de la sécurité de nos démocraties qui est en jeu. Et quelque part, puisqu'on parlait de la Russie, il est clair que la Russie a, à de nombreuses reprises, aux États-Unis, en Europe et en France, eu l'occasion justement de vouloir, et elle le fait encore, s'ingérer dans les processus démocratiques, manipuler les opinions. Donc, par définition, on est face à une responsabilité des États vis-à-vis de cela et des entreprises, puisqu'on voit que beaucoup d'entreprises maintenant réagissent par rapport à la crise russe. Donc, je pense que... Est-ce qu'on retrouve les mêmes clivages droite-gauche sur cette question sécuritaire, cybersécuritaire, finalement ? Alors, c'est assez intéressant. Au niveau européen, je dirais, c'est plutôt du côté gauche qu'on va je dirais, tenter de protéger les conversations, les données personnelles, etc. Tandis qu'effectivement, sur le spectre droit, on va plutôt insister sur l'autorité, le contrôle des communications. Sur le... alors, c'est complexe comme sujet. C'est pas dit qu'aujourd'hui, on aille vers... Effectivement, il y a toujours eu, même encore récemment, en Angleterre, typiquement ces derniers mois, il y a des tentatives d'imposer le contrôle et de réduire et de faire des phases de back. Plutôt du côté des libéraux. Donc, Mais aux États-Unis, même aux États-Unis, ce débat est un débat très ancien. Les plus anciens d'entre nous se souviennent que dans l'administration Clinton, il avait été question d'installer une puce dont le chiffrement aurait été contrôlé par la NSA, ça s'appelait Clipper Chip, dans les années 90. Donc il y a toujours eu cette tentation, y compris, entre guillemets, dans le spectre gauche, ou en tout cas progressiste, par rapport, entre guillemets, aux conservateurs. Non, je crois que là-dessus, je dirais qu'il y a
pour dire les choses franchement, il y a aussi une absence de connaissance et de maîtrise technique des conséquences que cela pourrait avoir. Et je pense qu'à l'époque, l'administration Clinton s'était véritablement montrée très imprudente et très maladroite dans la façon de gérer cette idée. Mais c'est vrai, effectivement, qu'on l'a vu avec l'affaire Pegasus, NSO Group, on a vu que ce sont des questions qui sont de sécurité nationale, de sécurité d'État, de sécurité politique, et qu'on ne peut pas laisser faire n'importe quoi dans ces domaines. Je pense qu'il faudra y revenir. Mais je pense que ces sujets sont malheureusement assez loin de la campagne telle qu'elle est en train de se produire. C'est ce que j'allais dire, Jean-Christophe Le Tocquin, vous qui conseillez justement ces organisations, ces gouvernements au niveau européen. Est-ce que vous les entendez vous questionner sur la politique cybersécuritaire qu'il faudrait mener ? Alors, sur un plan, je dirais, de politique telle qu'on l'a dans une élection présidentielle, les candidats politiques sont loin encore de ça. Oui. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, sur les États-Unis, on dit toujours que les États-Unis sont 5 ans avant l'Europe, et ça peut encore continuer. Sur ce débat du numérique, donc eux aussi se posent la question de comment on régule notamment les plateformes et comment on gère la question de l'influence, des influences étrangères, etc. Donc c'est un sujet qui est brûlant. Et ce qui est frappant aux États-Unis, c'est que le débat, il n'est pas dans un débat forcément très clair, tel qu'on l'entend au sens politique en disant, je ne sais pas, par exemple, protection des données versus liberté d'expression, mais le débat est extrêmement polarisé. Ils doivent aussi, ils sont en train de regarder comment on régule les plateformes, comment on gère ça. Et ce qui est très, très surprenant, c'est qu'ils sont dans une extrême polarisation des débats, non pas entre idées forcément très claires, mais entre démocrates et républicains. Et que donc, c'est pas tant finalement les idées qui sont claires que je vais dans un camp ou dans un autre, dans un camp politique ou dans un autre. Et du coup, ce qui fait qu'il y a finalement peu d'indépendance ou de gens qui osent s'exprimer en disant comment on devrait réguler, de peur d'être classé dans un camp ou dans l'autre. Et donc ça, c'est pas très sain comme situation. En matière de politique numérique, est-ce qu'il y a d'autres sujets qui sont absents aujourd'hui des programmes des candidats et qui vous semblent être un manque qu'il faudrait combler ? Absolument, et je crois effectivement que, je citais tout à l'heure la lettre aux Français d'Emmanuel Macron, il y a une tendance dans une partie, je dirais, de la classe politique à n'envisager que des mesures financières par rapport au numérique, c'est-à-dire le financement des startups, le financement des licornes, l'aide effectivement à ce genre d'acteurs, sans se rendre compte qu'aux États-Unis, puisqu'on en parlait, il y a une véritable politique industrielle du secteur, en particulier sur les petites entreprises, qu'on appelle là-bas le Small Business Act, donc la capacité à orienter de façon dirigiste, entre guillemets, une partie de la commande publique, pour mémoire, 23%. Vers les PME françaises ou européennes ? Voilà, il faudrait le faire. Alors certains parlent du Buy European Act, comme il existe le Buy American Act, mais je pense qu'il faudrait un Small Business Act parce que c'est ce qui a été un des leviers de croissance pour des entreprises à très très haute valeur ajoutée qui ont pu se développer aux États-Unis grâce à la commande publique. 23% de la commande publique fédérale va à des petites entreprises. Si on devait faire le compte en France, je pense qu'on en est très très loin en valeur. Et donc, par définition, je crois que ce mécanisme... Certains ont parlé de quotas, y compris le patron du MEDEF, M. Roux de Bézieux, qui a dit qu'il faudrait effectivement des quotas, voire un Small Business Act. Et là, c'est pas arrivé jusqu'aux oreilles des candidats ? Pour l'instant, non. Il est question de quotas dans certains programmes. Il est question effectivement d'aide spécifique ou d'orientation vers des filières stratégiques, ce qui est une bonne chose. Mais... je crois effectivement que l'ensemble du clavier de politique industrielle à déployer pour aider le secteur n'est pas encore complètement occupé. Je précise qu'on est au début de la campagne, les choses peuvent être amenées à évoluer dans les programmes, mais en tout cas pour l'instant, certains sont plus en avance que d'autres sur la structuration de leurs projets. Moi, j'espère qu'on ira jusqu'au bout, c'est-à-dire dire il nous faut aider notre secteur extrêmement pointu sur la création de petites et moyennes entreprises, devenir des leaders internationaux, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Notre manque en Europe, c'est qu'on n'a pas une seule société capable d'être compétitrice face aux GAFA, Natu, BATX chinois. Non, donc par définition... Enfin, on entend quand même ça dans les discours. Mais l'anti-GAFA, oui. Ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de mesures concrètes qui soient proposées pour aider le tissu de PME. On ne parle que de ralentir les GAFA, fiscalement, par des mesures de régulation, ce qu'évoquait tout à l'heure Jean-Christophe, sur les textes européens, DSA, DMA, etc. Mais on ne dit pas le chemin, la vision stratégique que l'on doit déployer pour justement créer des acteurs de ce genre ou aider à ce qu'ils puissent se créer. Il ne s'agit pas que l'État les crée, l'État n'est pas en mesure de les créer, n'a pas vocation à le faire, mais que l'État puisse participer, comme aux États-Unis, par des grandes mesures de défiscalisation, par des aides sélectives, par des programmes spécifiques, comme ils le font
très largement, et ça a bénéficié à SpaceX, à Tesla, à bien d'autres. Par définition, nous n'en sommes pas encore là, parce que le mot a mauvaise réputation. Le mot politique industrielle, en France, est connoté années 70, vieux programme, époque pompidolienne. Non. Aujourd'hui, il faut que l'État redevienne stratège dans ce domaine. Ça pourrait quand même être entendu, justement, tout le tissu économique français pourrait être sensible à ce type de mesures. Donc, mais le tissu... Potentiellement, c'est plutôt électoraliste de parler d'un Small Business Act. Voilà, mais le tissu économique l'est, mais à tort ou à raison, les politiques conçoivent que s'ils le faisaient, ça n'aurait pas une grande répercussion, si j'ose dire, auprès de monsieur et madame Michu. Et deux, ça mécontenterait des très gros acteurs, c'est-à-dire le CAC 40, pour dire les choses, et qui ont un poids politique certain dans leur secteur respectif. Donc, par définition, la balance bénéfice-risque n'est pas évidente. Est-ce que la crise actuelle changera les choses ? Pour moi, c'est l'un des enjeux pour les temps qui viennent. Alors, si on parle de monsieur et madame Michu, vous dites, mais tout le monde, la société numérique telle qu'elle évolue, aujourd'hui, l'Europe tente de la réguler, mais finalement, est-ce que nos politiques sont suffisamment dans la projection dans l'avenir ? Puisqu'on voit que les régulations s'intéressent à l'état des lieux, je dirais, ce qui existe aujourd'hui du côté des GAFAM, et eux sont déjà en train presque de se positionner sur d'autres volets technologiques. Je pense notamment à Meta qui investit dans le métaverse. Est-ce que nos politiques sont conscients de cette projection vers l'avenir qui semble nécessaire ? Si c'est la question est pour moi, non. Enfin, ce qui est troublant, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, les familles ont leurs enfants qui sont constamment sur les écrans, avec des services plus populaires que d'autres. Et il n'y a pas... dans le nombre, il y a forcément des difficultés, des incidents qui peuvent arriver. Il y a aussi la problématique des problématiques de sécurité, simplement de virus et d'attaques de phishing, de perte d'accès à ces données, à ces coordonnées. Et ce qui est frappant, c'est que finalement, parce que ça reste encore assez théorique, finalement, malgré que ça soit tellement d'heures qu'on passe sur ces éléments, il n'y a pas, la réalité, c'est qu'aujourd'hui en France, mais c'est vrai aussi en Europe, il n'y a pas de réflexion sur comment on assiste la population. Aujourd'hui, vous avez des incendies, on appelle les pompiers, il y a le 112, etc. Tout ça, c'est assez organisé. Sur le numérique, on a affaire à un environnement qui est quand même assez diffus, assez complexe, avec plein d'acteurs qui sont différents, mais parfois qui peuvent se recouper. Et il n'y a pas cette réflexion, il n'y a pas se dire comment on assiste nos citoyens de manière simple, coordonnée, avec des gens derrière qui sont suffisamment... je dirais, des organisations suffisamment structurées pour répondre aux besoins des... Donc les régulations aujourd'hui en cours qui tournent autour du DSA, du DMA, qui vont au-delà de ce que fait le RGPD, pour vous, elles n'apportent pas de réponse sur la protection des citoyens ? Alors, elles mettent en place une régulation qui va être totalement nouvelle et qui va permettre, je dirais, de rééquilibrer et de réfléchir correctement aux grands enjeux et aux grandes, je dirais, tensions entre les différents acteurs. Donc, ce qui arrive est très positif et va mettre quelques années avant que chacun puisse acquérir la connaissance requise pour réguler correctement. Non, là, on est sur une très bonne réflexion. Ce qui manque aujourd'hui, et qui va sans doute se faire à l'aune de ces nouvelles régulations, c'est quel est le panorama des structures qui apportent de l'assistance numérique aux parents, aux entreprises, aux PME, etc. Ça fait partie de certains... C'est-à-dire la mise en œuvre effective des régulations qui pourront justement s'adapter à l'évolution de ces technologies. Ça fait partie des programmes de lutte contre l'électronisme. Alors, c'est le cas, effectivement, je crois, de mémoire, du programme de Mélenchon. C'est aussi le cas de Mme Valérie Pécresse, avec son projet de création de grandes écoles numériques, en particulier pour les enseignants, donc pour aider justement à accompagner. Donc, cette notion de lutte contre la fracture numérique, d'accompagnement des citoyens, elle existe. Je dirais effectivement, elle a été sous-estimée, en particulier dans la crise Covid, on l'a vu avec la pandémie, où on a demandé aux gens d'aller massivement sur des terminaux, prendre des rendez-vous de vaccination, de tests, etc. Et on s'est rendu compte que certains ne pouvaient pas le faire parce qu'ils n'avaient pas la maîtrise des instruments technologiques pour le faire. Donc ça fait entre 13 et 17% de la population, ce qui n'est pas rien. Donc effectivement, il y a encore... On a pensé à une sorte de vision magique du numérique qui allait se répandre sur 98% de la population et que ce serait... Oui, parce que c'est pas parce qu'on utilise qu'on sait... l'utiliser finalement. Et que dès qu'il est question de formulaires administratifs, dès qu'il est question de choses un peu complexes qui ne correspondent pas à des manipulations en quelques clics,
on se rend compte effectivement qu'il y a une diversité de qualité dans les services, qu'il y a un problème d'ergonomie dans beaucoup, y compris des grandes plateformes. Et on se rend compte effectivement qu'il y a parfois des grandes plateformes qui n'ont pas conçu suffisamment de manière ergonomique leur système. Et donc, il est vrai, sans parler des problèmes de langue, puisque quand je vous parlais des gens qui n'ont pas pu prendre des rendez-vous pour la vaccination, par exemple, il y avait des gens qui ne maîtrisaient pas suffisamment la langue pour lire. Et donc, il y avait un problème de multilinguisme, etc. Donc, il y a plein de problèmes. Mais je dirais, ça, c'est une des parties qui est le plus visible vue du politique. Parce qu'en gros, c'est une demande récurrente des citoyens et des élus. C'est l'éternelle fracture numérique dont on parle depuis des vingtaines d'années. Absolument. Mais la partie organisme, effectivement. Alors aujourd'hui, Jean-Christophe Touzain, vous êtes président d'une organisation qui s'appelle Point de Contact, qui travaille sur la protection justement contre les contenus violents, les contenus à caractère pédopornographique, par exemple. Et vous dites, aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de poids, de puissance pour protéger les citoyens. Il nous faudrait d'autres organisations au niveau européen ? Alors clairement, l'exemple un peu typique qui montre les progrès, mais qui montre aussi que les progrès sont lents. Il y a une très bonne initiative qui a été lancée le mois dernier, qui s'appelle le Campus Cyber, qui est une initiative réunissant les différents acteurs du monde de la cybersécurité, au sens traditionnel, si j'ose dire, du terme, c'est-à-dire les attaques informatiques, les vulnérabilités, etc. Donc tout ce qui permet de sécuriser le réseau. Et là, effectivement, l'approche est excellente parce qu'il faut fédérer les acteurs et encourager le partage d'informations entre entreprises, qu'elles soient utilisatrices ou fournisseuses de solutions. En revanche, ce qui est assez frappant, c'est que le campus cyber est dans une bulle de cybersécurité, de gens qui sont dans le même environnement, et ne traite pas les questions dont Bernard a évoqué, d'influence, de contrôle des contenus, etc. Or, c'est l'essentiel aujourd'hui. Voilà. Ouais. Et c'est lié. C'est l'essentiel aujourd'hui. On se rend compte aujourd'hui à quel point les campagnes d'intrusion chinoises ou russes ont pour vocation d'affaiblir nos processus démocratiques et, dans le même temps, d'améliorer leurs outils d'intelligence artificielle pour justement avoir des solutions qui s'imposent. Il y a vraiment différentes réponses qui peuvent être proposées et dont peuvent s'emparer les candidats à l'élection présidentielle 2022 en France. On continuera d'en parler toutes les semaines, tous les lundis. Merci beaucoup Bernard Benamou, secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique, et Jean-Christophe Le Tocquin, président de Sion. Juste après la pause, on se retrouve pour l'alerte cyber. On va aller prendre connexion avec Damien Bancal qui a rencontré la cyberarmée ukrainienne. Vous regardez Smartech, l'émission qui s'intéresse à l'innovation, la nouvelle société numérique. On entame la deuxième partie de cette édition. Vous allez partir notamment à la découverte d'une entreprise française qui a développé une nouvelle technique pour détecter très rapidement les virus. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous, l'alerte cyber. Là, on va parler de virus, mais de virus informatiques, de cyberattaques avec Damien Bancal, cyberchercheur, fondateur de Zatas.com. Bonjour Damien, vous êtes connecté avec nous, merci beaucoup. Bonjour. On va en particulier s'intéresser à l'actualité ukrainienne. Vous allez nous décrypter ce qui se passe du côté de la cyberguerre entre l'Ukraine et la Russie et le reste du monde, j'ai envie de dire. Oui, complètement. C'est, on pourrait dire, une sacrée pagaille. On voit malheureusement ce drame humain qui se joue encore aujourd'hui sur les terres ukrainiennes. Eh bien, il faut savoir que dans l'aspect numérique, c'est pas joli non plus. Heureusement, pour le moment, ça ne fait pas de mort d'homme. Par contre, ça fait pas mal de dégâts dans les têtes et dans les cœurs. Pourquoi ça ? Il faut savoir que les pirates ukrainiens et russes étaient des gens qui travaillaient ensemble il y a encore quelques semaines. Alors, vous l'aurez compris, ils ne travaillaient pas dans le bon sens du terme. Ils étaient totalement contre toute la planète, à voler des données piratées à droite à gauche, des données bancaires. On parlera tout à l'heure des ransomware, parce qu'ils étaient quand même particulièrement friands, ces deux populations de pirates. Et donc depuis l'invasion en Ukraine, eh bien ces groupes se sont déchirés. Mais je voulais revenir juste sur cette petite histoire où ils se battent, en tout cas des groupuscules nationalistes 2.0, ukrainiens et russes, se battent au moins depuis les années 2010. Je vous ai juste retrouvé un exemple assez concret où c'était des pirates ukrainiens qui s'étaient attaqués à deux banques russes qui déjà, pour l'époque, eh bien, voulaient manifester contre l'invasion de la Crimée. Donc c'est vraiment pour bien faire comprendre que depuis 2013, 2010 même, eh bien, ils se tapent toujours dessus. Et même depuis août dernier, vous nous aviez signalé aussi un nombre croissant en fait, de sites ukrainiens piratés.
Oui, complètement. Depuis 2021, depuis le mois d'août exactement, eh bien, on a eu des cyberattaques multiples. Alors, vous voyez à l'écran, là, par exemple, Free Civilian, qui est un groupe de pirates informatiques qui est apparu. Voilà, il est apparu. Oh, un petit peu comme un cheveu dans la soupe, hein, qui a commencé à attaquer tous les sites du gouvernement ukrainien. Et la petite finesse de la chose, c'est que ces pirates informatiques n'ont pas diffusé d'abord gratuitement, ils ont revendu. Alors je prends l'exemple très concret du centre de la cybersécurité d'Ukraine qui s'est fait infiltrer et la base de données a d'abord été vendue puis ensuite diffusée sur différents sites pirates. Alors l'idée de ces malveillants, c'est pas, bien sûr, on ne sait pas vraiment qui est derrière, même si on pourrait avoir des doutes, mais en numérique le doute est tout le temps présent, donc du coup ça pourrait être très bien les services secrets russes, comme chinois, comme canadiens, comme belges, on ne sait vraiment pas. Et surtout les bases de données, ils les ont vendues, ces pirates informatiques. Un exemple, ils ont vendu pour 100 000 $ l'intégralité des données appartenant au ministère dédié au permis de conduire. Alors juste, vous nous avez dit que finalement les pirates ukrainiens et les pirates russes avaient pour habitude pendant des années de travailler ensemble. Là, depuis l'invasion russe, comment ça se passe entre les deux camps ? Alors, j'avoue que moi, en cyberveille et en cyberintelligence, je trouve ça passionnant. Je vais juste vous prendre l'exemple du groupe Conti. Alors, Conti, on en a souvent parlé ensemble. C'est ce groupe de ransomware, vous savez, ces groupes de pirates qui prennent en otage les entreprises. Il y a quelques jours, Conti, en tout cas l'un des chefs, diffuse sur son site internet, voilà, vous attaquez la Russie, vous lui en voulez, toutes les entreprises que nous avons pris en main, d'entreprises occidentaux, si vous continuez, on va détruire et diffuser toutes les informations. Le lendemain, un des membres du groupe Conti, qui lui est ukrainien ou se dit ukrainien, a décidé de se venger et a diffusé l'intégralité, en tout cas de ce qu'il avait en main, des process de ce groupe. Les discussions privées, les logiciels, bref, entre eux, ils se battent. Et donc aujourd'hui, c'est devenu complètement fou quand vous allez par exemple sur des espaces de discussion comme IRC ou Telegram, vous les voyez clairement s'attaquer, s'auto-attaquer. Je vais juste prendre encore un exemple avec les groupes Anonymous, qu'ils soient occidentaux ou russes. C'est un peu comme des enfants qui jouent à la guerre et je trouve ça terrible. Et on va en parler dans quelques instants avec cette cyberarmée mise en place par le gouvernement ukrainien. On a des espèces de petits mercenaires 2.0 de salon qui tapent sur tout ce qui bouge sans même véritablement réfléchir aux conséquences. Alors justement, je voulais vous entendre là-dessus. C'est crédible les attaques qui ont été annoncées par Anonymous ? Non, alors pour moi, Anonymous reste un outil marketing de communication lancé par on ne sait pas trop qui, on ne sait pas trop pourquoi. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est la partie lancée par des groupes pirates qui ont décidé soit d'attaquer l'Ukraine, soit d'attaquer la Russie. Alors, que font-ils ? Ils bloquent les sites internet. Par exemple, Anonymous a annoncé avoir bloqué le Kremlin, le FSB, etc. Ce qui est intéressant, c'est que l'Anonymous russe a fait exactement pareil dans l'autre sens, en attaquant les Anonymous. Donc là, on a cette espèce de petit vivier, pardon du terme, de petits pirates, de pirates qui décident de lancer des attaques avec des choses que je trouve particulièrement dangereuses. Pourquoi ? Parce que je prends l'exemple de la cyberarmée ukrainienne qui a proposé un logiciel en disant « cliquez dessus et ça lancera des cyberattaques contre la Russie ». Alors justement, vous nous parlez de la cyberarmée ukrainienne. C'est le gouvernement ukrainien qui a fait un appel à des hackers. Vous avez pu rencontrer cette armée. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Damien Bancal ? Moi, ça m'inquiète. D'abord, pourquoi ? Parce que, qu'on veuille ou non, même si ça a été lancé sur Telegram et sur une application parallèle, ça a fait appel à qui souhaitait participer à, pardon du terme, mais on a l'impression que c'est un grand jeu pour ces gens. En gros, ils ont commencé à diffuser dès le 27 février des cibles. Voilà, vous avez des cibles en Russie, cliquez, c'est frappé. C'est ça qui est terrible. C'est que j'entendais tout à l'heure vous inviter qui parlait de monsieur et madame Michu. C'est vous, c'est moi, ce sont des gens qui veulent manifester. Et ça, c'est très bien. On comprend. Et c'est même important de soutenir ce peuple qui souffre. Mais ils ont dit, voilà, voici un logiciel, ils en ont même proposé 3, dans lequel vous le téléchargez, vous le mettez sur votre site, sur votre ordinateur, et vous cliquez. Vous ne savez pas ce que c'est en train de faire, vous ne savez pas qui ça attaque, même si ça affiche, on a bien compris, des sites en Russie. Et surtout, c'est dangereux. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas par quel serveur, quelle machine ça utilise. Là, ce qu'on voit à l'écran, ce sont des sites internet qu'ils ont mis en place. Il suffit d'aller sur ce site internet et ça lance des cyberattaques. Oui, le problème, c'est que de mon salon, vous soyez de Dunkerque, de Paris, de Marseille, de Toulouse, peu importe, vous cliquez sur ce genre de choses, n'oubliez pas que vous utilisez votre bande passante, votre adresse IP, donc peut-être des traces françaises. Si on pouvait éviter de déclarer une guerre avec ces deux pays parce qu'on a cliqué sur un site web.
Merci beaucoup. Donc on rappelle à la prudence. Merci Damien Bancal, cyberchercheur, fondateur de Zatas.com, pour vos éclairages sur ce cyberconflit Ukraine-Russie et vos alertes cyber dans Smart Tech. À suivre, c'est notre séquence Ils font demain. Ça terminera Smart Tech aujourd'hui. On terminera donc cette édition avec un reportage dans une entreprise française spécialisée qui a développé, spécialisée en IA et en spectrométrie. Elle a développé une nouvelle méthode de détection rapide du Covid-19. La solution donc a recours à l'IA, à la spectrométrie, ou vous verrez comment la lumière peut révéler la présence de virus. C'est un sujet réalisé par Cécilia Sévry et Célia Barotte. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va découvrir l'entreprise Greentropism, une entreprise spécialisée en analyse spectrométrique et en intelligence artificielle. Et elle utilise aujourd'hui ces deux compétences pour dépister le Covid. L'objectif, créer un nouveau protocole beaucoup plus rapide pour dépister le virus. Alors on a rendez-vous aujourd'hui avec Roland Carbonel, le directeur général de la société. Bonjour. Alors quel est le cœur de métier de Greentropism ? Le cœur de métier, c'est de pouvoir coupler les spectromètres avec une intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est la spectrométrie ? La spectrométrie, c'est utiliser la lumière pour obtenir le reflet de cette lumière sur de la matière, pour analyser les composants de cette matière. Donc vous avez décidé d'utiliser ces compétences au service du dépistage du Covid. Alors oui, parce que quand l'épidémie de la Covid est arrivée en 2020, il a été vite adressé à l'entreprise la question de savoir si c'était possible de reconnaître dans un échantillon humain s'il y avait ou non le virus, le SARS-CoV-2. Alors ça, c'est le dispositif que vous utilisez pour détecter le Covid. Oui, exactement. C'est notre premier prototype qui comprend un spectromètre et ici une boîte qui contient un microscope. Et donc les échantillons, on peut les avoir en nasopharyngé ou en salivaire. Et pour le SARS-CoV-2, on procède en mettant un échantillon patient sur cette lamelle qu'on va additionner de ces microparticules d'or. Les microparticules d'or vont permettre, avec l'échantillon patient, de faire comme des milliers de petits miroirs qui vont permettre d'exhaler le signal et le rendre plus intense et de permettre une plus grande précision de la mesure. Cet échantillon, on le glisse sous le rayon du laser et il suffit d'appuyer pour commencer la mesure. Au bout de 30 secondes, on a déjà les résultats. Parce qu'ici, l'intelligence artificielle est en train de faire son travail et de comparer le spectre qu'on a recueilli de l'échantillon à sa base de données. Vous voyez ici, on a un spectre de SARS-CoV-2. Il est composé de 3 fois 2400 points qui sont simultanément comparés les uns aux autres, puisque c'est une composition vraiment complexe de points, de pics, de largeur de ces pics sur l'ensemble du spectre qui constitue sa signature. Ce n'est pas juste un point, c'est donc vraiment une combinaison. C'est pour ça que l'intelligence artificielle est utile pour arriver à sortir ces datas et donner un résultat rapidement. Comment va participer cette technologie au monde de demain ? Alors, pour le monde de demain, nous imaginons une série de kits de diagnostic qui vont permettre de diagnostiquer des petits panels de maladies infectieuses. Par exemple, la Covid, la grippe et la bronchiolite. Même symptômes, mais prise en charge du patient complètement différentes. Là aussi, c'est des tests multi-résultats, très rapides, qui permettent de bien orienter la prise en charge du patient. C'était Smart Tech. Merci à tous de nous avoir suivis. Bon démarrage de semaine. On se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.